qu'il faisait partie naturellement du contingent de l'aménagement, ce vol de façon, on a compris. Nous avons conseillé le gouvernement malien de se reculer de cette affaire et de faire jouer le pouvoir judiciaire. Parce qu'il y a une séparation des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions au niveau du Mali. Et que, en restant sous l'arbre de la palabre africaine, le président Assimi Goïta pouvait intervenir d'une autre manière avec tout l'arsenal juridique qu'un chef de l'État a. Il y a la grâce présidentielle, il y a même des lois d'amnistie. Au cas où, maintenant, il faudra discuter en termes en africain, sous la palabre africaine. Mais qu'en discutant, connaissant ce que c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec un empire du mensonge noir, il faudrait avoir au préalable une décision de justice. Voilà. Parce qu'à tout moment, ils vont vous dire que vous avez kidnappé leurs compatriotes. Et c'est ce qui allait à l'ONU. Effectivement, à l'ONU, le langage avait changé. C'était comme si des militaires ivoiriens étaient légalement arrivés au Mali et que les Maliens, à un moment, ont détourné leur visite pour coller un autre motif à cette visite. Donc, pour nous, nous saluons la justice malienne qui a pris ses responsabilités en condamnant, mais sauf qu'ils ont imité la justice ivoirienne. Parce que les 20 ans, je pense que Babo a 20 ans, Blé Bouddha a 20 ans, Guillaume Kibasoli a 20 ans. Bon, ils ont fait comme en Côte d'Ivoire, mais pas une justice douteuse, une justice douteuse. Les autorités maliennes ont jugé sur la base des éléments. Parce que, il faut le dire panafricanisme, tous ces 49 militaires présents par Dakar, ils sont passés à table. Quand tu dis passer à table, c'est le langage militaire. C'est-à-dire, ils ont dit, chacun personnellement et collectivement, la vérité. Parce que eux, au niveau du Mali, la justice malienne a fait ce qu'on appelle la reconstitution de ce qui s'est passé, de ce qui devait se faire. Voilà ce que le coup a été préparé. Voici le déroulement du coup et voici ce que nous allons faire après le coup. Donc, la justice malienne a jugé et a condamné avec des 46, mais à mort. Les trois jeunes. Pourquoi à mort? Posez-vous la question. Parce qu'on les a mis au même endroit, dans les mêmes conditions, et on leur a collé les mêmes infractions. Vous savez pourquoi? Parce que ces femmes, Ahmed a dit toujours la vérité. Ces femmes étaient des empoisonneuses de classe exceptionnelle. Ah voilà. Les trois dames qu'on a mises, comme vous avez compris. Mais oui, il faut que les Maliens nous disent, c'est parce que la justice a tout ouvert. C'était des serpents à sonnette. Quand vous les voyez dans un régiment de mercenaires, je dis c'était des serpents à sonnette, capables d'envoyer le venin à toutes les positions. Même dans des positions les plus obscènes. On les a à l'image. Mais oui, on vous entraîne dans une voie et puis vous partez mourir. Donc, la justice malienne a pris ses responsabilités. C'est des veuves noires. Mais j'ai dit, c'est des mambas. Et ces trois femmes, c'est des mambas qu'on a libérés. Voilà pourquoi on le condamne. Cette décision ultime de la justice malienne. Parce que la justice malienne a le. Maintenant, est-ce que la question qu'il faut se poser maintenant, président, mais est-ce que le gouvernement malien s'est mal comporté vis-à-vis de la dernière visite de la délégation togolo-ivoirienne ou ivoiro-togolaise? Non, au contraire, ils ont continué à rassurer parce qu'ils sont venus avec le langage sur lequel il faut les libérer parce qu'en réalité, ils n'ont pas connu d'infraction sur le sol malien. Ils ont dit non, de toutes les façons, la justice a pris ses responsabilités. La justice va les juger et la justice nous dira ce qu'il a lieu de faire. Maintenant qu'ils sont condamnés, le chef de l'État malien a la possibilité aujourd'hui d'user de tout l'arsenal qui est en sa possession en tant que chef de l'État et de prendre des mesures qui s'imposent. Il peut saisir l'Assemblée nationale, ce qu'il fait au fil de l'Assemblée nationale aujourd'hui, pour une loi d'amnistie, parce que nous voulions une amnistie, ou pour une grâce présidentielle, ou directement une grâce présidentielle. Mais qu'auparavant, il y ait une décision. La décision, lequel est le but de la décision? Ne revenez plus jamais sur le sol malien avec cette entreprise. Ça sera une récidive. Et c'est très important, parce que ça interdit aux barbouzes de renvoyer les mêmes barbouzes sur le terrain. Parce que pour envoyer des mercenaires dans un pays, vous faites des stages. Effectivement, on vous prépare et on voit les plus aptes, ceux qui ont connaissance du pays. Oui, vous maîtrisez l'environnement. Et donc, si vous les libérez mal, alors qui paye mal paye deux fois. Si vous les libérez mal, ils vont revenir et ce qu'ils ont loupé au premier, ils vont réussir au second. Donc la décision était très très importante. Elle était même impérative, voudrais-je dire,
pour que lorsqu'ils vont piger la peine et que le Mali va décider de peut-être, je dis bien de peut-être, les laisser partir, il faudrait en sachant que le Mali n'est pas déstabilisable. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Là, vous venez d'écouter le frère Jean-Vivier Momo, en fait, un de mes préférés sur Afrique Média. Ils sont tous qualifiés, hein, très clairement, hein, en matière d'analyse et géostratégie et tout ça. Ils sont vraiment tous qualifiés. Simplement, je dis toujours, je tiens à le préciser, à le rappeler, que où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est le soutien à Paul Biya. Bon, ferme la parenthèse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 4 janvier 2023, déjà, voilà. Et je reviens à la charge concernant les 49 Zozo. Oui, hein, ce sont les mercenaires de M. Alassane Ouattara. Nuance. Ce ne sont pas les mercenaires de la Côte d'Ivoire, ce sont des mercenaires de M. Alassane Dramane Ouattara, les mercenaires de la France-Afrique, les mercenaires des impérialistes, les mercenaires des colonialistes. Voilà, il faut bien comprendre, la précision est importante. Ben écoutez, c'est un plaisir, que dis-je, c'est un bonheur. Alors, pour ne pas oublier, parce que j'ai pris des petites notes, mais là, il faut que je le dise en même temps. En fait, alors, quand je dis, ça veut dire que je n'ai pas mis ma note. Voilà, parce que si j'ai mis ma note, naturellement, je vais pouvoir le lire. Selon moi, enfin, de mon point de vue, je veux dire, si ça dépendait de moi, voilà, c'est ce que j'allais dire. Eh bien, ils vont rester encore au chaud. Même si c'est vrai qu'ils sont déjà passés à table, c'est-à-dire qu'ils ont déjà donné toutes les informations qui intéressaient les autorités maliennes. Très clairement, très clairement. Oui, oui, oui. J'ai dit, comme M. Alassane Dramane Ouattara se vante, à qui veut l'entendre, que ce sont des Ivoiriens, qu'on a affaire à 49 Ivoiriens, soldats ivoiriens selon lui, alors que ce sont des mercenaires, ce sont des voyous, ce sont des gangsters, ce sont des criminels, rien d'autre. Bon. Eh bien, selon moi, si j'étais dans le staff, en tout cas conseiller des autorités maliennes, j'ai dit, si jamais il est question de grâce présidentielle de la part de monsieur, son excellence Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, il faudrait libérer au compte-gouttes. Pourquoi? Mais parce que monsieur Ouattara détient encore depuis des années hein, des prisonniers politiques, depuis qu'il est au pouvoir, voilà, c'est ça. Depuis qu'il est au pouvoir, il détient des prisonniers politiques, donc ça fait pratiquement 11-12 ans, 12 ans, voilà. Prisonniers politiques, c'est-à-dire que des gens qu'on détient pour des délits d'opinion, liberté d'expression qui est complètement bafouée, niée. Donc, il veut libérer personne. Hein. Donc là, il est question, lui, de braquer les phares sur lui pour dire, bon voilà, on t'avait déjà libéré 3 mercenaires, là, hein, les 3 dames, et bien qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas libéré Madame Pulcherik Balé, par exemple. Hein. Parce qu'entre-temps, il y a un autre que tu as emprisonné, notamment le frère Peter 007, les surnoms comme ça. Mais enfin, bon, ça c'est à l'ivoirienne, ça. Ils adorent ça. Bon, écoutez. Donc, j'ai dit, si c'était moi, si je devais donner des conseils aux dirigeants maliens, hein, voilà, j'ai dit, écoutez, il faut les libérer au compte-gouttes, d'une part, et d'autre part, il faudrait que les Ivoiriens, dans tout ce groupe-là de 49, bon, on sait que les 3 filles, c'est des Ivoiriennes, ça on le sait, mais les 46 qui restent là, voilà, qui sont là-bas enfermés en prison au Mali actuellement, hein, depuis la décision de la justice malienne qui est indépendante, très clairement, hein, ils ont fait la démonstration, hein, voilà. Donc j'ai dit, les Ivoiriens, ceux qui sont vraiment des Ivoiriens, il faut les libérer en dernier. Ah oui, ça aura de la gueule. Non mais, vous savez, ces gens-là, je dis, ils ont plein de diplômes, tout ce que vous voulez, mais je dis, la vérité, c'est ça, un concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Là-dessus, nous, on est champions du monde. Bien entendu. Non, parce que la team ne peut pas rivaliser avec nous. Hein. Je vous fais la démonstration, là. Je vous dis, ça aura de la gueule que les colonels, oui, enfin la justice malienne, mais c'est le colonel Assimi Goïta, qui devrait, en tant que chef d'État, prendre la décision s'il devait prononcer une grâce présidentielle. Eh bien, il faudrait que les Ivoiriens, qui sont au nombre de 17, nous dit-on, hein, 17, dans toute cette bande-là de voyous, de gangsters, de criminels, eh bien, qu'ils les libèrent en dernier. Donc, le jeu va consister, en fait, à libérer ceux qui ne parlent même pas anglais. Enfin, qui ne parlent pas français, excusez-moi, parce qu'il y en a 18 parmi eux qui ne parlent pas français. Autant dire que ce n'est même pas des francophones. Donc, ils ont été, eux, c'est la Légion étrangère française, voilà. Parce que dans la Légion étrangère française, sachez que c'est tout le monde entier. Voilà, vous y trouvez tout le monde entier, il n'y a aucune exception. Hein, c'est ça qui fait sa particularité, d'ailleurs. La Légion étrangère qui existe depuis très longtemps. Hein, bon. Donc là, il est question de libérer d'abord, dans un premier temps, la première vague, ça va être les non-francophones. Voilà, mais ça aura de la gueule. Je dis, moi, enfin bon... Non, mais voilà, démonstration, on fait jouer le Mainz, là.
pour les ridiculiser. D'abord M. Ouattara en premier, et ensuite la France, et puis l'ONU. Hein. Ouais. Est-ce qu'il dit, il sait des Ivoiriens? Bon, alors on me dira, oui, mais on peut avoir la carte internationale ivoirienne et puis ne pas forcément partir. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si on est honnête, et on est réellement honnête, on n'a rien à dire. Or là, on a affaire à des malfaiteurs, on a affaire à des gangsters, des criminels. C'est ça dont il s'agit. Donc, il faudrait savoir de quoi on parle. Hein? Voilà, faut pas faire d'amalgame entre des gens honnêtes, hein? Parce que ça arrive dans tous les pays, hein, quand tu fais une demande de nationalité, en France ou dans n'importe quel autre pays, tu peux avoir à ne pas pouvoir parler la langue, encore qu'il y a des apprentissages qui sont nécessaires, c'est quand même un minimum, hein? C'est-à-dire que, voilà, bon, puis on peut accorder dans le cas des Africains, par exemple, qui ont un lien très fort avec les anciens colonisateurs, là, voilà, moi c'est ce que j'appelle la circonstance atténuante, mais autrement, si tu n'as pas de lien historique, eh ben, voilà, hein, à savoir la langue, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est le minimum, hein, j'allais dire syndical. Bon. Donc, ce que je veux dire, comprenez-moi bien, c'est que là, on a affaire à des complotistes, enfin, complotistes là encore pareil, ils sont tellement forts pour inverser les termes et tout, en disant, on est rendu au stade où ils utilisent le terme de complot maintenant. En fait, normalement, complotiste, c'est celui qui fait le complot. Or là, ils ont réussi à mettre dans la tête de beaucoup de gens, la plupart des gens d'ailleurs, ceux qui dénoncent les complots. Alors, on l'appelle complotistes. C'est extraordinaire, ces gens-là. Ces gens sont des gens manipulateurs de haut rang, c'est-à-dire hors catégorie. Vous comprenez, hein? Ils ont pour religion l'argent, et puis dans leur philosophie, dans leur paradigme, c'est diviser pour régner. Bon, ça c'est vieux comme le monde, et puis bon, c'est pas le seul. Mais eux, ils sont champions. Quand je le souligne, c'est parce qu'ils sont champions en la matière. Ils sont champions. Et puis là, je vous dis... comment dire, leur religion, le mensonge, c'est leur religion, c'est plus fort que l'empire. Monsieur Vladimir Poutine, son excellence président russe, il dit c'est l'empire du mensonge. Moi j'enfonce le clou, je dis c'est la religion du mensonge. La religion c'est beaucoup plus fort que tout. Voilà, ils sont là-dedans. Noyés mais grave, c'est plus fort. Ça les dépasse, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Quoi. Donc, je vous dis dans l'histoire des 49 zozos là, hein, les 46 qui restent là, il faut libérer au compte-gouttes. Et puis les Ivoiriens, ceux qui sont vraiment Ivoiriens, hein, parce qu'on va vérifier par le nom patronymique, et puis savoir quand ils parlent la langue. Hein, bon, même si c'est vrai qu'on peut parler la langue sans être... Mais comprenez ce que je veux dire? Moi, je fais bien la distinction entre des gens honnêtes et puis les voyous, là, les gangsters, les criminels, là, voilà. Je fais bien la différence. Ne pas tout mélanger. Sinon, on ne sait plus où on en est. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent que... Voilà, c'est évident, voilà. Enfin, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, franchement, le Mali est tranquille, enfin en tout cas les dirigeants maliens, parce que, écoutez, ils sont portés par le peuple. Et là, toujours pareil, la France-Afrique est dans sa gesticulation. On a appris, ce matin que j'écoutais RFI là, qu'il y a encore eu des attentats au Mali avec 6 ou 7 morts. Bon, mais ça c'est, vous savez, les derniers soubresauts, au sens où ils sont dans l'agonie totale. Ah oui, 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 oui. Parce que, étant donné que le Mali est en tête en locomotive, on a le Burkina Faso qui suit, ensuite la Guinée, et puis il y a le président Faustin Archange Touadéra, hein, de République centrafricaine. Donc voilà, je vous dis, ça va être crescendo, les autres vont venir petit à petit, et obligatoirement, parce que nous sommes dans la vérité, rien que la vérité, alors que les autres, les adeptes de l'OTAN, eux sont dans le mensonge, rien que le mensonge, puisque c'est leur religion. Donc il ne faut pas leur demander autre chose. Voilà, on ne peut pas attendre d'eux autre chose que le mensonge, rien que le mensonge. Et on sait que le mensonge, il est juste en CDD, en contrat à durée déterminée. Nous qui sommes dans la vérité, on arrive tranquillement, sereinement, mais on est en CDI, en contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que c'est nous qui allons nous établir définitivement pour le bonheur, la dignité du peuple africain, définitivement pour qu'il puisse profiter de ses richesses. Parce que je dis, quand vous allez en Norvège, quand vous allez au Danemark, quand vous allez dans les pays nordiques, là, ils ont notamment le pétrole, et bien là, on ne parle pas de scandale géologique. Mais quand c'est en Afrique, ça devient scandale. Bon, les frères qui ont fait des diplômes, là, ils disent, ouais, ferme-la, voilà. Ferme-la, écoute-moi, voilà, parce que j'ai des choses à dire. Parce que moi, je suis dans la vérité, c'est tout. Toi, tu as des diplômes, c'est vrai, mais le problème, c'est que tu es de mensonge, parce que tu es corrompu. Voilà, on en revient, hein, sur mon t-shirt, sur mon suite, là. La zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Et ce que j'aime à dire, je dis que les diplômés africains, ils font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. Bouillard, on est bon. Vous avez juste pour l'illustration à regarder sur le plateau de NCI ou sur le plateau de certaines radios ou télévisions en Afrique, cette zone-là. Voilà, vous regardez, vous allez voir la pratique de ce que je dis là. Les intellectuels soi-disant ou les diplômés là, ils font un usage permanent et de leur connaissance caricaturale, un usage caricatural en permanence de leur connaissance et de leur savoir. Je ferme la parenthèse. Bon. Donc pour revenir aux
6 zozos là, et vous avez vu le maître Janvier Momo l'a dit, les 3 dames là, elles ont pris 20 de la perpétuité parce ils ont étudié le dossier de tout le monde. Hein. Bon, simplement, les dirigeants maliens ont fait preuve de mansuétude, preuve d'humanisme en les libérant. Et en contrepartie, ils attendaient que M. Ouattara fasse un geste ou des gestes, mais rien du tout, parce qu'il joue toujours le plus malin. Voilà. Sauf que là, on a atteint les limites et c'est terminé, la messe est dite là. Voilà, les choses sont claires. 2023, je vous dis, on n'a plus le temps à perdre parce qu'on a suffisamment de recul. Donc quand on a du recul, eh ben, on a, ça veut dire les éléments qu'il nous faut pour pouvoir agir. Donc on ne perd plus de temps. Et ceux qui veulent nous faire perdre du temps, on les dégage définitivement. Hein, parce qu'allez-y jouer dans les bacs à sable. Voilà, non, parce que là on est sérieux là. Hein. Il y a des morts d'hommes. Et au nom de quoi? Au nom de quoi les Africains doivent continuer à mourir alors que nous sommes au 21e siècle? Au nom de quoi? Des morts artificielles. Et là des gens comme ça, ils se contentent des miettes, des miettes. Ah mais c'est terrible. C'est pour ça que j'ai pas le temps. Parce qu'on n'est pas sur le même paradigme. Voilà, donc va vivre ta vie de misère, mais misère intellectuelle, misère morale, misère morale. Ah oui. Va vivre ça et éclate-toi, mais oublie-moi. Les choses sont claires avec moi. Voilà. Donc maintenant je vais faire lecture. Alors, c'est une deuxième partie. Pour commencer, j'avais fait une partie précédente où j'ai rendu hommage au colonel Assimi Goïta en disant que dans son allocution pour présenter ses vœux à son peuple, au peuple malien, au peuple africain en général, au peuple malien en particulier, voilà, il n'a pas mentionné à aucun moment l'histoire de ces, 49 zozo là, comme a pu le faire monsieur Alassane Ouattara, qui est le champion en titre de la démagogie, du cynisme, de l'inhumanisme. Non, mais il n'y a aucune humanité à ce monsieur. Enfin bon, il n'est pas le seul, malheureusement. C'est un couple. Hein. Alors, puis elle tient sa femme, son épouse. Ah bah là, elle, c'est... Quand on lui donne le prix, c'est qu'elle, on fabrique un prix spécial. Voilà, parce que c'est le top des tops en matière de cynisme, de faire du mal aux gens. Ah, mais je vous dis, voilà, j'ai dit ça longtemps, c'est qui me découvre. Hein. Vous savez, quand il arrive au pouvoir, M. Ouattara, cette dame, ce qui me tiltait, c'est 2 choses. Un, son accoutrement. Oui, mais là, je lis entre les lignes, moi. Ah oui, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui, comme je dis souvent, ils prennent le train en marche, donc ils vont prendre des notes. Dans ce cas-là, assure-toi, écoute ceux qui ont compris. Voilà, puis prendre des notes. En fait, donc 2 choses. Première chose, son accoutrement. Elle a tenu africaine tout le temps. Bon. Ceux qui ne comprennent pas, mais quand on comprend, ça cache beaucoup de choses. C'est ça que je veux dire. Maintenant, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Première chose. Deuxième chose, c'est que point oui, point non, elle fait des dons. Point oui, point non. Regardez les images, prenez les images d'archives, vous allez voir. Depuis que M. Ouattara est au pouvoir. Ben oui, elle fait des dons. Mais j'ai dit, mais j'ai pas le souvenir les premières dames, parce qu'elle n'est pas la première dame. Il y en a eu, et puis il y en aura toujours, voilà. Mais j'ai pas eu le souvenir où on donnait comme ça, point oui, point non. Or, avec le recul, qu'est-ce qu'on constate? On dit que voilà, cette dame, mais elle a hérité de toutes les richesses du Faux-Boigny. Donc tout s'explique. Mais bien entendu. Maintenant, comme les gens n'y comprennent pas, ils n'ont pas assez de recul, ils n'ont pas compris les choses, eh bien, ils n'y voient que du feu. Voilà. Ils croient qu'elle est généreuse de tout ça, alors que non. C'est l'argent des Ivoiriens, les gens des Africains en général, mais des Ivoiriens en particulier, qui leur est donné sous plusieurs formes. Là, blanchiment d'argent, par exemple, d'une certaine façon, si on peut dire. Voilà. Vous voyez l'argent sale, là, eh ben, pour le blanchir, on dit on fait des dons. On crée une association des enfants déshérités ou des enfants, je ne sais pas quoi, hôpital, la Bergerville. N'importe quoi. Ah, mais concours d'honnêteté intellectuelle, et puis nous sommes là pour mettre les cartes sur table. Nous sommes là pour la lumière. Rien que la lumière, la vérité, rien que la vérité. Voilà, ça va ensemble. La transparence, rien que la transparence. Ouais. Puis je dis toujours que je ne comprends pas ceux qui soutiennent les dictateurs en Afrique, surtout quand ils vivent dans des pays avec l'expérience démocratique, les pays occidentaux, là, les Africains qui vivent là-bas. Et je ne comprends pas comment on peut soutenir des dictateurs africains. Je ne comprends pas. Donc vous avez un problème. Donc je dis, moi je suis là pour vous mettre à poil avec les arguments que j'avance. Dites-moi, qu'est-ce que tu peux avancer d'autre par rapport à ce que je dis? Prends tes affaires, rentre au Cameroun, prends tes affaires, rentre au Sénégal, prends tes affaires, rentre en Côte d'Ivoire, rentre au Bénin, rentre au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, tu vas là-bas, tu parles, bon, il y a une certaine cohérence. Mais si tu es dans un pays démocratique, parce que qu'est-ce qu'on veut quand on vient ici? Mais c'est le bien-être. Malheureusement. Alors que tout se joue en Afrique. Alors que tout se passe en Afrique. Alors que tout est en Afrique. Et c'est à cause de ces voyous, de ces gangsters, de ces criminels-là, qu'on se retrouve comme ça malgré nous ici. C'est ça qu'il faut comprendre. N'importe quoi. Des imposteurs, des minables, des cupides. Enfin bon, bref, je m'arrête. Bon, pourquoi j'ai tenu à faire une deuxième partie? Mais c'est parce que la première partie, j'avais pas le livre, alors que j'ai fait référence au livre du président de son parti, le professeur Mamadou Coulibaly, pour ne pas le nommer. Bon, eh bien écoutez, ce monsieur, quand je dis toujours qu'en Côte d'Ivoire, selon moi, il y a quelques-uns, parce qu'après lui, j'ai vu déjà récemment là, un ancien ministre de Gbagbo, que j'ai fait une vidéo même pour lui rendre hommage, voilà. Et j'ai dit, ils sont donc, comme ça, selon moi, 2 ou 3
ou 4 maximum qualifiés, enfin dans mon choix, dans mon casting, voilà, que je respecte. Mais autrement, tout le reste, c'est la marmaille, c'est les France-Africains, c'est-à-dire que eux, on ne peut rien faire pour eux, parce que leur paradigme, c'est la France-Afrique. Pour eux, ils ne peuvent pas imaginer autre chose que de vivre dans la France-Afrique. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose, de faire allégeance à la France. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Voilà. Donc à partir de là, je dis pour eux, on ne peut rien faire. Et comme on sait très bien qu'il y a des gens de qualité, on va prendre des gens de qualité pour diriger. Parce que là, pour le coup, tout le monde sera gagnant. Voilà la différence entre les France-Africains. Parce que les France-Africains, quand eux, ils gagnent, et c'est le cas actuellement, depuis que Fouboigny a commencé, eh ben, c'est, comment dire, une minorité, mais une ultra-minorité qui dirige et qui bénéficie. Et donc, pendant ce temps-là, la majorité, la grande majorité, est dans la misère. Et dans l'humiliation. Que dire encore? Vous comprenez? Donc là, il est question maintenant de rétablir la vérité, de permettre à ce que le plus grand nombre, justement, puisse bénéficier des richesses de l'Afrique. Voilà. Donc, le professeur Mamadou Koulibaly, il avait écrit à l'époque, vous avez vu son bouquin qui est publié chez l'Harmattan, c'est La guerre de la France contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là. Pas de détour, voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, je vais faire lecture de quelques pages, un chapitre pour moi qui est important, qui illustre justement l'histoire des 49 zozos là. Je dis à partir de là, qu'est-ce que vous voulez aller perdre votre temps dans des discussions? Ça ne sert à rien. Donc, le chapitre, c'est comment la France a organisé la rébellion. Voilà. Vous voyez? Bon. Rapidement, hein, je vous rassure, je vais aller rapide. Le 4 février 2003, les Français réussissent à obtenir une résolution, vous voyez, comme d'habitude, à l'ONU, par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorisant à conduire les opérations pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, aux côtés des troupes qui devaient être envoyées par la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. Bon, la CEDEAO, normalement, sa vocation auparavant, c'est l'économie. Oh là, les mecs, comme ils sont tous corrompus, ils sont tous aliénés, ils sont tous complexés, eh bien, tout est dévoyé. Voilà. Non, sinon, normalement, la CEDEAO, c'est la communauté, comme on dit là, les définitions, c'est ça. Hein? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est l'économie. Ils devaient briller dans l'économie, mais non. Ils font n'importe quoi en fait, les corrompus. Enfin, donc je continue. L'expression opération pour le maintien de la paix, il a mis ça entre guillemets, est particulièrement ironique, bien entendu, puisqu'elle est utilisée pour masquer le fait que le soulèvement des civils, qui a abouti à la crise, était un coup monté et perpétré par l'intervention de la France, qui s'est rangée du côté des rebelles. Vraiment, il va franco, hein, monsieur Mamadou Koulibaly, voilà, le professeur. Le gouvernement de Laurent Gbagbo s'était aperçu qu'il devait libérer l'économie ivoirienne en faisant fi de la domination française. Cela aurait permis à la Côte d'Ivoire de s'ouvrir à tous ceux qui souhaitent lui tendre la main pour relever son économie et de susciter la libre compétition pour l'achat du cacao, qui demeure la principale culture d'exportation du pays. Bon, alors, vous allez constater que, en fait, la question de la déstabilisation de tous les pays africains, ça date d'Oufoué, hein, parce que lui, il est un des chantres de la France-Afrique. Donc, c'est pour ça que tout s'explique avec la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Donc, ce que vivent les pays actuellement avec le Mali, notamment, la Burkina Faso ou les autres, le Niger et tout ça, eh bien, c'est parce que la France a la primauté sur, comment dire ça, l'exploitation des richesses de ces pays-là. Elle a dit, comme le fameux précaré, on ne peut pas faire mieux en matière d'humiliation. On nous humilie en permanence depuis, on insulte notre intelligence depuis toujours, et puis il y en a d'autres qui veulent qu'on maintienne ça. Hein, alors, il m'énerve un peu. Bon. Bref, donc je vais continuer. Comprenez ce que je veux dire. La France a perçu ce signal d'ouverture comme une menace pour ses intérêts. Voilà, toujours pareil, l'intérêt de la France. Mais à quel moment on parle des intérêts de l'Afrique, les intérêts des différents pays africains? À quel moment? Et ce qui est le summum, c'est quand des prétendus intellectuels, des diplômés là, africains, voilà, quand ils s'expriment sur les radios ou les télévisions, dans les médias, eh ben, ils passent leur temps à parler plus des intérêts français et à aucun moment ils parlent des intérêts africains. À aucun moment. C'est-à-dire qu'ils défendent l'idée que la France, c'est normal qu'elle défende ses intérêts. Mais eux, au lieu de... Parce que le jeu d'intellectuel, c'est plutôt d'aller contre. Ah ben oui. Non. Démonstration. Ah ben bien entendu. C'est pas question d'aller contre pour aller contre. Non. Démonstration. C'est dire quoi? C'est dire qu'écoutez, que la France défend ses intérêts, elle est dans son rôle. Mais nous sommes qui? Nous sommes des Africains. Donc, c'est bien logique que nous défendons nos intérêts aussi. Pour ne pas dire surtout. C'est tout. Oh, ils font pas ça. Ils passent leur temps là. Hein, enfin bon, bref, vous avez compris. Hein. Et attention, faut pas faire de confusion. Je suis quelqu'un qui... n'est pas contre les intellectuels ou les diplômés. Pas du tout. La preuve en est, je suis un des premiers, hein, ou en tout cas un des rares qui fait des vidéos pour soutenir les docteurs là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont sans boulot. Hein, plus de 3000, qui sont, comment dire, mis en garde par M. Ouattara, pour ne pas dire mis en prison avec 4 mois, hein, sursis. Voilà. Donc je les défends. Mordicus, c'est-à-dire que vraiment, parce que c'est nécessaire. Ce que je dis simplement souvent, c'est que j'ai dit, il faut que chacun soit à sa place. Voilà.
C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es bardé de diplôme que tu es habilité à faire de la politique. C'est ça. Tu dis à la rigueur, hein, ce que tu fais, tu es conseiller. Voilà. Chacun à sa place. Parce que les politiques, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Voilà. Il faut d'abord être animé pour servir l'intérêt général. Voilà. Or, beaucoup de gens n'ont pas ça. Or, à partir de là, reste à ta place. Or, il se trouve que beaucoup qui viennent là faire de la politique, c'est deux choses. La politique, c'est l'argent et puis, comment dire, le pouvoir. Voilà. Sinon, comment on appelle ça, tout ce qui est engagement, hein, il n'y a rien. Hein. Aucun engagement, au sens de défendre vraiment des idées qui peuvent aider les Africains, aider le peuple. Non, 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 c'est pas ça leur priorité. Leur priorité, c'est comment je fais pour avoir beaucoup d'argent, pour vivre au jour le jour, la cupidité absolue, matérialisme. Ça n'en finit pas. Fais-moi, je continue. Donc, je disais, la France a perçu ce signal d'ouverture comme une menace pour ses intérêts. Elle a préféré à Laurent Gbagbo, son adversaire, le général Gueye, qui avait perdu les élections et capitulé lorsque le peuple a réclamé les vrais résultats qu'il tentait de confisquer. En septembre 2002, quand la rébellion a éclaté, il y avait à peu près 650 rebelles qui avaient occupé la seconde grande ville, c'est-à-dire Bouaké. Ces rebelles étaient les recrues de Gueye, qui n'avaient pas été retenus dans l'armée. Alors, excusez-moi, je vais aller vite. Ils avaient peu d'équipement et peu de munitions, car ils s'attendaient à un conflit qui durerait moins de 5 jours. Le président Gbagbo était à Rome pour rencontrer le pape, et les rebelles, profitant de l'occasion, étaient sûrs qu'ils pouvaient réussir le coup en attendant. Bon, je vais vous épargner, parce que c'est vrai que ça devient barbant, mais en gros, pourquoi j'ai tenu à lire ça? Procurez-vous, hein, franchement, une fois que tu as lu ça, bon après on arrête, mais je vais terminer quand même sur l'histoire les avions de l'Ukraine. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à lire ça. Voyez-vous, hein, à un moment donné, il y a les avions ukrainiens. Voilà, on utilise ça pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire à l'époque. Voyez, c'est impressionnant. Bon, comme je ne vais pas vous embarrasser avec ma lecture, donc, mais en tous les cas, vous retrouvez ça. Hein, voilà, il est question là de... Voilà, c'est ça, exactement. Je vais prendre la partie. Des camions de transport de marchandises déversaient des combattants civils rebelles en provenance de Burkina Faso à destination de Korogo. Korogo, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Hein, c'est une commune très importante, l'une des villes très importantes de la Côte d'Ivoire dans le nord. Voilà. Une fois à destination, ces combattants recevaient les équipements que les Français avaient fait venir d'Afrique centrale. Hein? Afrique centrale, ça veut dire, à l'époque, c'était République centrafricaine et puis le Tchad et... que disent encore? Voilà. Hein? L'Afrique centrale, les pays là où elle a toujours ses bases. Et puis, donc, hein, je répète, une fois à destination, ces combattants recevaient les équipements que les Français avaient fait venir d'Afrique centrale et d'Ukraine. C'est à cause de ça que j'ai dit, mais il faut que je lise ça. Hein, c'est dans ce bouquin. Ça fait depuis 2002, donc ça fait combien? On est en 2023, hein, ça fait 21 ans. Vous vous rendez compte, déstabilisation, mais c'était avant avec Oufoué. La déstabilisation a commencé avec Oufoué. La France-Afrique, dès lors qu'elle a été mise en place, le but principal de la France-Afrique, c'est de déstabiliser toutes les zones-là, toute l'Afrique en général, voilà. Et puis la zone CFA en particulier, de manière à ce que la France puisse piller matin, midi et soir, pour ne pas dire 24 heures sur 24, toutes les richesses de ces pays-là avec quiétude. C'est ça le système principalement, hein, parce qu'il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres critères. Mais en tout cas, le critère principal, c'est piller, déstabiliser et piller. Voilà. Parce que si tu ne déstabilises pas, les gens ils sont beaucoup plus lucides. Mais pour les perturber, il faut déstabiliser. Et puis comme ça, pendant ce temps, ils sont occupés. Et toi, voilà. Et c'est ce que la France a toujours fait. Et c'est ça, hein, le rôle principal de la France-Afrique. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez, donc, je disais que je vais vous épargner de ma lecture, mais en tous les cas, j'ai tenu absolument à parler de ça parce que je dis, vous voyez, on mentionne l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est quoi? C'est le président Vladimir Poutine. Hein, et puis, là, bon, juste rapidement, et puis je m'arrête. À partir de ce moment, il y a eu 2500 soldats armés du côté des rebelles, essentiellement des mercenaires venus du Libéria, de la Sierra Leone, qui étaient aussi embarqués dans les mêmes avions. Ils étaient armés de Kalachnikov et autres armements qui n'avaient jamais fait partie de l'arsenal militaire ivoirien. Voilà, je m'arrête là. Mais prenez connaissance de ce livre du professeur Mamadou Koulibaly. Et une fois que vous aurez lu ça, la guerre de la France contre la Côte d'Ivoire, après, vous n'allez plus polémiquer sur les histoires de ces 49 zozos là. Et donc, souvent, je remercie le président Vladimir Poutine pour l'intervention qu'il a menée, enfin, qu'il mène depuis février là-bas en Ukraine, mais c'est à juste titre, oui, c'est pour des raisons valables. Parce que, je vous dis, le moment viendra où les dirigeants russes ils vont pouvoir dévoiler tout, mais vous ne pouvez pas imaginer, l'Ukraine, à quoi ça sert pour l'Occident en général, l'OTAN en particulier, mais c'est une usine là-bas, mais où ils fabriquent tout, mais tout pour détruire l'humanité. Il faut bien le comprendre ça. Ah ben oui, hein, et l'Afrique en particulier. Oui. Il faut dire les choses, hein. L'Afrique en particulier. Pourquoi? Parce que l'Afrique,
c'est le grenier du monde. Il y a tout. Pépinière, pour ne pas reprendre les termes de Maman Pauline. Voilà. Donc c'est ça, ceci explique cela. Vous voyez? Donc les Ukrainiens, là, ça fait longtemps qu'ils sont utilisés par le système impérialiste, le système colonialiste, la France-Afrique, pour déstabiliser les pays africains. Voilà. Alors qu'on aurait pu dire, je ne sais pas moi, polonais, parce que voilà, en Europe, il y a quand même beaucoup de pays. Hein. On pouvait dire Roumanie, roumain, on pouvait dire, qu'est-ce que je peux citer encore, hein? Plein de pays là, ou même d'autres pays baltes et tout ça, on peut Lettonie, tout ça. Hein. Mais Ukraine là, c'est énorme. Voilà, donc, ce que je dis, les frères qui prennent le train en marche, prenez note, hein, et puis allez vous informer, lire, regardez surtout des documentaires ou des interviews, et puis après, petit à petit, vous allez comprendre. Sinon, je vous dis, comme j'ai donné l'exemple toujours en disant, par rapport au sport, si tu n'es pas habitué, tu as des courbatures. Et puis maintenant, ça, c'est en termes d'image. Mais c'est le fait que, quand on est dans des discussions, les mecs ne sont pas à la hauteur, ils ne captent pas tout, et puis ils viennent s'immiscer, du coup, ils font ce que j'appelle le nivellement par le bas. Et c'est fatigant. Le niveau est très élevé, là, hein, comprenez? Bon, voilà. Donc, en gros, je vais maintenant lire rapidement, pour ne pas perdre du temps, là, mes notes, parce que là, j'ai parlé du livre du professeur Mamadou Koulibaly qu'il faut se procurer absolument. Moi, je l'ai déjà longtemps. Hein, bon, vous me dire même quand est-ce que je me suis procuré. Voilà, je note toujours les dates, moi. J'ai acheté ça en 2019. Voilà, en 29 décembre 2019, pour vous dire. Voilà, hein, Mamadou Koulibaly. Bon, mais je le soutiens depuis fort longtemps. Bon, donc, les 49 zozos de M. Alassane Ouattara, peine de prison de 20 ans pour les 46 mercenaires de Ouattara, 20 ans de prison ferme, 2 millions de francs CFA à payer à chacun. Bon, alors, il faut savoir qu'ils sont nourris, hein, ils sont bien nourris là, hein, depuis qu'on les a arrêtés, depuis le mois de juillet, hein, juillet 2022. Donc voilà, les nourrir, des grands gaillards là, c'est de l'argent aussi. Donc la condamnation, d'ailleurs c'est une condamnation, comme disent les frères sur Afrique Média, c'est clément. Ils ont voulu, comment dire, se moquer de lui, foutre de sa gueule, parce que lui donne 20 ans, ils ont mis 20 ans. Mais sinon, c'est vrai que eux, on a les preuves qu'ils sont venus pour tuer. Donc à partir de ce moment-là, peine de mort pour eux tous. Bien entendu. Alors c'est vrai que c'est discutable, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis contre la peine de mort, je ne vous cache pas. Parce que je dis, quand vous regardez aux États-Unis, la peine de mort existe, mais c'est pas pour autant que les gens arrêtent de se tuer. Voilà, donc c'est pas la solution. Surtout si on veut faire évoluer, quand on se dit civilisé, quand on dit humain. Voilà. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est éduquer. Ah ben oui. Éduquer, mais c'est-à-dire que le plus gros budget quand on a un pays, c'est l'éducation qui doit avoir le plus gros budget. Normalement. Moi, quand je dis ça, je me veux être un être humain. Comme les autres, ils ont l'apparence, juste l'apparence, et tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est pour ça qu'ils font autre chose. Mais autrement, quand on est être humain, mais un vrai, authentique, eh bien, le plus gros budget chaque ministère a son budget. Voilà. Hein. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de la Culture, ministre de encore des Sports, encore, hein, ministre de l'Économie, ministre... plein de trucs comme ça, tous les ministères, voilà. Mais c'est l'éducation nationale, l'éducation qui doit avoir le plus gros budget parce que les gens ne sont pas éduqués ou pas suffisamment. Il y en a même, c'est même pas du tout. Mes parents qui croient qu'ils sont éduqués, parce qu'être éduqué, c'est quoi? Là, avant de faire cette vidéo, j'ai pensé, là, quand j'écoutais les infos, parce qu'ils parlaient de la guerre qu'il y a entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais là, c'est là l'idée m'est venue pour l'éducation. J'ai dit, mais voyez, très souvent, les gens ont dit, oui, l'économie, mais attendez. Les Coréens, là, Corée du Sud et Corée du Nord, mais c'est des frères. Et ça, c'est ma réflexion personnelle. Hein. Pour ça, je parle d'éducation qui est fondamentale. Mais beaucoup d'argent, ah oui. Mais les gens qui dirigent comme ils ont l'apparence d'être humains, ils sont pas des... C'est pour ça que ça se passe autrement. C'est si tu es être humain, eh bien, les Coréens, là, mais qui les a mis dans la situation dans laquelle ils sont depuis le XXe siècle? Mais ce sont les Occidentaux, ce sont les impérialistes. Or, c'est des frères et sœurs. Enfin, c'est des frères. Des frères, ou sœurs et sœurs. C'est des frères, voilà. C'est la famille. Mais la famille, vraiment, c'est la même famille, voilà. C'est ça que je veux dire. On les a divisés. Et puis maintenant, c'est plutôt les impérialistes, l'OTAN que ça arrange, cette situation-là. Où le frère du Nord, il est doté de l'arme nucléaire, et puis les Américains, eux, les gens de l'OTAN, ils arment les gens du Sud, Corée du Sud. Donc moi, quand j'écoutais, avant de faire cette vidéo, je pensais, mais c'est l'éducation. Pas se focaliser sur l'économie, mais non. Quand tu as sécurité, d'abord, quand tu es bien éduqué, parce que tu sais. Hein. Là, la France, elle domine toujours les pays africains parce que les gens n'ont pas suffisamment d'éducation. Je parle de comprendre les enjeux. Il faut comprendre les enjeux. Et nous autres, pourquoi on est dangereux? Moi, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de score, mais sinon, je peux vous dire que les services secrets surveillent mes vidéos en permanence. C'est clair. Et puis bon, le moment viendra quand je vais vous dire qui je suis. Enfin, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, parce qu'ils savent que ce que tu dis, tu es dans la vérité. Maintenant, quand tu as un petit score comme moi, bon, mais voilà, ils te regardent, peut-être que tu surveilles pas compris, parce qu'ils t'ont compris. Voilà, c'est ça la différence. Le truc, c'est quoi? C'est que, d'ailleurs, rapidement, YouTube, là, je joue pas le jeu. Bon, c'est pas nouveau, hein, parce qu'il m'avait coupé déjà ma chaîne. Mais là, même, la nouvelle chose que j'ai,
les scores, ça ne reflète pas mon potentiel. Hein. Ah oui, je les ai pris en flagrant délit il y a une semaine, 10 jours. Ou, quand j'ai regardé les scores, tantôt j'étais à 7045. Et puis tout d'un coup, je suis descendu à 44, 43. J'ai rien compris. Et puis, 3 jours après, paf, ils ont mis. Mais c'est dommage parce qu'il y a des frères, par contre, des fois, qui pensent. Ils font des pouces, ça marche pas, mais parce qu'il y a YouTube qui bloque. Voilà, tout ça est contrôlé par. Voilà, vous savez qui contrôle. Voilà, la preuve en est, ils ont fermé les chaînes russes, donc ils ne le ferment pas pour rien. Oui, enfin bon, quoique moi je suis à un petit niveau, hein, très franchement. Mais je dis même ça, ce qui est dommage, moi j'aime tellement l'idée de fair play. Fair play, c'est-à-dire qu'il faut laisser, comment dire, la nature, enfin comment dire, chacun a ses capacités, il faut laisser s'exprimer, et puis que le meilleur gagne. Voilà, par exemple. Mais non, bon, ça les arrange pas, vous comprenez bien. Comment dire, au moins là, ils ne sont pas maso. Bon, donc pour poursuivre. Donc, j'ai dit 2 millions de francs CFA à payer par chacun, et puis les 3 femmes sont condamnées par contumace à la peine de mort. Et puis le maître Janvier Momo, là, sur Afrique Média, il a expliqué pourquoi. Vous voyez, en apparence, on croit qu'elles sont des anges, alors qu'elles sont très, très dangereuses, parce que les Maliens, les autorités maliennes ont pris le temps de savoir qui est qui dans cette équipe-là, dans ce groupe-là. Hein. Ils savent. 18 parmi eux ne parlent pas le français. Mais encore une fois, je dis, faites pas de confusion. Hein. Là, on parle des criminels, là, on ne parle pas des gens honnêtes. Parce que les gens honnêtes qui ne parlent pas le français, c'est pas la fin du monde, et puis c'est normal. Parce qu'on ne peut pas parler toutes les langues, et puis ça dépend. Voilà. Donc, mais par contre, où c'est pas normal, c'est le fait qu'on nous fait croire que ce sont des Ivoiriens, alors que non. Parmi eux, il y a 17 Ivoiriens, et tout le reste, c'est que des non-Ivoiriens. Donc, M. Ouattara, d'ailleurs, doit être poursuivi. Déjà, il devait être poursuivi pour la criminalité, mais là, en fait, lui, depuis qu'il est au pouvoir, il est condamné, mais les charges sont très très lourdes, et dire ça, c'est un euphémisme. Je veux dire par là que le cas des 49 Zozo, là, moi, je veux dire un chose que je retiens déjà, c'est le fait même qu'ils prennent des gens, comme ça, on donne des nationalités ivoiriennes gratos. Alors qu'il y a des gens honnêtes qui vont venir pour demander la nationalité à qui on n'accorde pas forcément. Ou on distribue des passeports diplomatiques à des voyous, des gangsters, des criminels qui font des trafics d'organes, des trafics d'armes. Comprenez ce que je veux dire? Ah, ça ne badine pas avec nous. C'est pour ça que quand nous on prend le pouvoir, eh bien on met les choses à leur place parce que nous, on serait des poissons dans l'eau. C'est un autre élément. Parce qu'on est là pour servir l'intérêt général. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce sont les panafricains, bien entendu. Vous comprenez? Donc la suite, c'est quoi? C'est que l'ultimatum de la CEDEAO a fait pchi. C'est à quoi ça fait penser? Jacques Chirac, à l'époque, hein, quand il était au pouvoir, quand ils ont prononcé, les journalistes ont interviewé un moment sur ces condamnations. Il était convoqué à la condamné par la justice de ville parce qu'il était lui, il traînait pas une casserole depuis la mairie de Paris. Hein, bon. Et donc, il dit dans une interview, c'est très connu, il dit ça a fait psh. Il parle en connaissance de cause, il était chef d'État, République bananière. Enfin, bon. Donc, l'ultimatum de la CEDEAO par rapport aux dirigeants maliens, ben, ça fait psh, parce que là, ils ne parlent plus de l'ultimatum là. Maintenant, ils disent, maintenant, on va attendre. Mais vous n'avez pas le choix. Les Maliens vont faire ce qu'ils veulent. Ils sont droits dans leurs bottes, parce que vous êtes dans le mensonge, or, eux, ils sont dans la vérité. Ils tiennent ces gens-là, et je vous dis, si ça dépendait de moi, il faut, si jamais, parce que je dis même moi-même, ils doivent rester même peine de mort. Mais simplement, parce que, attendez, pourquoi je dis, là c'est cas particulier, attention, hein, parce que je veux dire qu'il y a des erreurs judiciaires, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention pour l'utilisation de la peine de mort. Mais quand on a affaire, là on a toutes les preuves, mais parce qu'eux viennent pour éliminer délibérément, attention, bah oui, délibérément, il y a 2 avions, un avion où ils sont montés, hein, et puis un autre avion qui est chargé d'armement, mais du très très lourd. Et le frère Issa Diawara d'ailleurs en parle en disant, bon ça c'est un, comment on appelle ça, au bénéfice comment on appelle ça, du Mali, voilà, ça il garde ça. Tous ces trucs là, des armes là. Bon, sachant que les armes ça coûte hyper cher. Vous comprenez? Bon, je poursuis rapidement. Donc, hein, l'ultimatum, voilà, ça y est, rien. C'était juste pour se faire plaisir. Ils croyaient qu'ils avaient affaire à n'importe qui, alors qu'ils sont très dignes. Voilà. Ils sont très intelligents, intègres. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc la CEDEAO a compris qu'elle avait affaire à des patriotes déterminés, prêts à se débarrasser de la France-Afrique. Ah oui, c'est ça le combat, hein. Le Mali veut se débarrasser de la France-Afrique et de l'impérialisme et du colonialisme. Donc la tâche est très lourde. Ah oui, le défi est très très lourd. C'est pour ça qu'il faut les soutenir, j'allais de manière inconditionnelle, bien entendu. Parce que ceux qui étaient avant eux, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent du peuple et puis ils ont permis à ce qu'on tue des Maliens. On tue des Africains. Est-ce que ça a du sens, ça? N'importe quoi. Vous êtes des minables. Faut pas la ramener. C'est ça qui me tue. Enfin bon, on est obligé, hein, c'est ça qui fait la vie. Donc, d'autant que les sanctions précédentes contre le Mali ont eu des répercussions sur l'économie du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Voilà, par exemple, il y a ça aussi, il ne faut pas oublier. Ah oui, quand ils ont fait des sanctions là, pendant plus de 6 mois, eh ben, l'économie ivoirienne a pris un coup puisqu'il y avait un manque à gagner. Pareil pour le Sénégal. Parce que hein, le Mali, quand même, mine de rien, nombre d'habitants et puis voilà, consommation,
bon, les relations économiques, c'est, j'allais dire, réciproque. Hein, c'est pas une seule personne qui gagne, tout le monde gagne quand on fait comme ça les échanges. Enfin bon, bref, ça c'est des trucs de base. Hein? Donc j'ai parlé les répercussions sur l'économie, hein, aussi bien de la Côte d'Ivoire sur l'économie du Sénégal, avec les manques à gagner pour les recettes fiscales, hein, et puis les recettes douanières, tout ça, enfin bon, plein de trucs. Par exemple, voilà, vous voyez, il n'y aura pas de sanctions dans l'immédiat. Voilà ce qu'ils disent les gens de la CEDEAO. Voilà. Quand ils ont vu que les colonels, là, ils sont droits dans leurs bottes, hein, et puis la justice malienne s'est prononcée, 20 ans de prison, hein, ça c'est le minimum. Et puis là, les filles, là, par contre, comme elles sont très dangereuses, parce qu'on a vu dans leur dossier, et puis elles ne sont pas présentées, alors elles ont condamné à mort. Voilà. Selon les diplomates, voilà, les diplomates de la CEDEAO, là, pas la volonté de ne... Hein, voilà, ce qu'ils disent, c'est ils n'ont pas la volonté de ne pas créer de nouvelles tensions. Tu parles, hein, suite au mémorandum signé par l'État de Côte d'Ivoire du Mali. Ouais, le mémorandum, en fait, selon moi, les dirigeants maliens, ils l'ont fait pour la forme. Voilà. Oui, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire à comment dire, le chef des... Hein, les chefs... Parce que, attention, quand on parle de mercenaires, mais attendez, il y a les enfants là qui sont envoyés, les pauvres, mais il y a les commanditaires, donc la France, et puis M. Ouattara, et puis l'ONU. Voilà, ce sont eux qui sont les vrais mercenaires, parce que ce sont eux les commanditaires, à qui profitera s'ils avaient réussi leur coup. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Une question simple, question de base. Il y en a qui ne maîtrisent même pas ça et puis veulent soutenir les discussions. Ça m'énerve. Enfin bon, bref. Dans les accords coloniaux de la France, voilà, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, en fait, pour terminer, je voulais dire que, en fait, dans les accords coloniaux de la France, du moins qu'elle impose aux pays africains, depuis des décennies, il est rappelé que la France a la primauté pour l'exploitation des ressources naturelles des pays zone franc CFA. Et c'est lorsque la France n'a plus besoin des dites richesses et ressources, elle autorise à ces pays, hein, pour les proposer aux autres pays étrangers. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc qui est marqué dans les accords coloniaux. Je propose donc la réciproque, voilà, pour tous les pays qui sortiront du franc CFA et obtiendront leur souveraineté. Il est question d'une rupture pour 78 ans des relations avec la France. Hein, quand je dis 78 ans, je pense au Mali, là, parce que le Mali va sortir du CFA. Là. 2023, normalement, ça doit se faire. En tout cas, je l'espère vivement, et nous l'espérons vivement. Hein, voilà, donc rupture sur 78 ans, parce que vous faites le calcul, hein, depuis la création du CFA jusqu'à 2023, hein, donc ça fait 78 ans. Hein, donc 70 ans de relations avec la France. Dans le pire des cas, voilà, ça c'est dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, je préconise que la France soit le tout dernier pays à qui les pays africains, zone franc CFA, proposeront leur commerce, hein, leurs relations, leurs ressources et richesses. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, j'apporte juste le réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que la France, vous savez très bien qu'elle est dans les accords coloniaux, elle dit qu'elle a la primauté, elle ne dit pas, elle applique la primauté. D'ailleurs, c'est sûr que c'était rédigé unilatéralement par elle, autant dire qu'elle a fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, il faut le conjuguer même au présent, malheureusement. Bon, donc ce que j'ai dit, on va faire la même chose. C'est-à-dire que quand les pays africains vont se libérer, leur indépendance d'abord, et surtout leur souveraineté, eh ben, on va vérifier la date de rupture à partir du CFA. Le CFA, c'est la continuité de l'esclavage. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui est essentiel, quelque chose de très très important, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Bon, donc c'est compte tenu de ça que j'ai dit, bon voilà, ce qu'il faudrait faire. Dans le meilleur des cas, eh ben, c'est dire que on va prendre d'abord en priorité tous les autres pays du monde. Tous les autres pays du monde, voilà, commercer avec eux. Puis la France vient en dernier. C'est-à-dire que quand on aura fini de commercer avec les autres, le reste qui reste là, la France, elle aura droit. Voilà. Très important parce que c'est ce qu'eux, ils ont fait depuis toujours. Donc, voilà, la réciproque. Ah oui, philosophie de Malcolm X, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et puis faire ça, c'est justice. Eh oui, non, parce que comme ça, tout le monde est gagnant. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un équilibre, toujours l'équilibre. Justice, de toute façon, voilà, ça va avec. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, l'autre, il gagne tout à vitam aeternam, donc ça n'a pas de sens. Voilà. Oui. Et donc, ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, dans le pire des cas, j'ai dit, rupture totale, hein, pendant 78 ans. Le Mali, là, s'ils sortent en 2023, il faut rompre avec la France pendant 78 ans. Voilà. C'est la réponse. Parce qu'eux, ils ont profité depuis toujours. Hein. Et puis, je vous dis, ce qui me donne la force de défendre ça, c'est les morts. Ah ben oui, les martyrs. Ah ben oui, c'est ça, là, le fond. Il ne faut jamais oublier. Parce que je dis, eux, dans leur camp, moi, en tant que président de la France, ils célèbrent, quand je dis célèbrent, c'est-à-dire qu'ils commémorent, voilà, c'est ça. Leur mort, mais tous les ans, même, eux, ils ont le trophée même. Donc, à partir de là, ça veut dire que le respect qu'ils accordent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce qu'on fait, c'est de dire, tout le mal que vous avez fait à tous ces morts africains-là, eh bien, la rupture, quand le franc CFA tombe, pour le Mali en 2023, pour la Guinée en 2024, je ne sais pas, mais je dis comme ça. Voilà, c'est vous dire, si c'est 78 ans, donc 78 ans de rupture, si c'est 79 ans de rupture, voilà. Ça veut dire que, normalement, dépêchez-vous, là j'en appelle aux gens qui sont de bonne volonté, du côté français, dépêchez-vous, hein, à venir à table pour essayer de, d'abord, autocritique, présenter
tout. On va récapituler tout, mais ils ne veulent pas. Et puis, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéressera jamais. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. C'est une question de paradigme. Eux, ils sont dans la religion du mensonge, nous sommes dans la religion de la vérité, la maths. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut plus perdre du temps dans des discussions, à ne pas en finir. Parce qu'on a suffisamment de preuves, on a suffisamment d'éléments. Très clairement. Moi déjà à mon petit niveau là, vous imaginez. Donc il y a des gens très qualifiés. La différence entre eux et moi, ceux qui sont très qualifiés, c'est que moi, je suis intègre. Je veux dire par là que moi je fais concours d'honnêteté intellectuelle, alors que eux, une petite valise de tout, même des fois même juste une promesse, et voilà, ils commencent à se retourner, ils tournent leur veste et puis n'importe quoi. Enfin bon, bref, excusez-moi. Non mais je veux dire par là que c'est fatigant. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je termine là c'est la fin maintenant. Hein, je dis voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire depuis la crise de 2010-2011 jusqu'à ce jour, notamment les militaires de l'armée régulière ivoirienne et le cas aussi de Mme Poultchery Balé. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? C'est ça, je termine là-dessus. Pour dire que M. Ouattara, il se précipite pour dire oui, libérer nos soldats, mais tous les gens qui t'ont mis en prison, depuis, il y en a plein qui sont morts. Voilà, par exemple. On fait comment? Donc, les autorités maliennes, s'il vous plaît les frères et sœurs, il faut réfléchir à ça, au-delà même des autres trucs. Encore que c'est vrai qu'il y a d'autres points très importants quand vous demandez qu'ils fassent rentrer tous les boubou cissés, là, les gens qui sont opposants, là, les pseudos, là. Il faut les faire rentrer au Mali. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand la Côte d'Ivoire a été chercher les Charles Blé Goudé, puis certains dirigeants là, qui étaient cachés au Ghana, là, ils trouvent que c'est normal. Mais quand les Maliens disent, bon voilà, nous, les gens qui sont opposants aux Maliens, là, qui sont là-bas chez vous, faites-les rentrer. Ils disent, non, nous on est le pays d'accueil. Non, mais attendez, faut arrêter d'insulter l'intelligence d'autrui et l'intelligence, voilà, faut respecter les gens. Voilà. Donc ce que tu fais, et puis d'ailleurs ça c'est un cadre international, c'est-à-dire dans les relations que les pays, c'est-à-dire on dit, faut rapatrier ce gars-là parce qu'il est dangereux, parce qu'il passe son temps à vouloir déstabiliser le pays. Vous le faites, et puis quand c'est le tour de ton voisin, tu dis non, tu crois que tu es plus malin. Non. Là, les colonels au Mali, je vous dis, j'ai toujours pensé, je dis, ils vont faire sauter petit à petit M. Ouattara. Mais le problème, c'est que ça pourrait accélérer pourvu simplement que les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire fassent leur boulot. Mais comme ils sont dans les combines, c'est pour ça que ça traîne. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Procurez-vous ce bouquin-là. Et une fois que vous aurez fini de lire, je vous dis la page 14, 15, 16 et 17 là. Ah, non, excusez-moi. Alors là, j'étais net. Ouais. Non. Je lui rends hommage à ce professeur là, Mamadou Koulibaly. Le pauvre, il n'a pas assez de moyens, c'est pour ça. Là, je vais lire ça quand même. Parce que ça, je trouvais, pour la conclusion de ma vidéo, c'est ça. Le peuple de Côte d'Ivoire a le droit de se défendre. Ça, c'est ce qu'il écrivait à l'époque, pour ce bouquin-là. Contre n'importe quel agresseur. Il dit ça pour la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est valable pour tous les pays que la France agresse et déstabilise. Donc je reprends. Le peuple de Côte d'Ivoire a le droit de se défendre contre n'importe quel agresseur. Point. Personne ne peut lui retirer son droit à l'autodétermination. Donc vous changez Côte d'Ivoire par le Mali, par le Burkina, par... vous voyez, comprenez ce que je veux dire? C'est contre ce gangstérisme d'État, il utilise les mots très forts, c'est contre ce gangstérisme d'État que le Conseil de sécurité devrait lutter. Mais oui, mais comme ils sont tous des vendus, des voyous. Notre liberté passe aussi par cela. La recherche de la paix ne suffit pas à la prospérité et à la sécurité des peuples et des nations. La liberté de choix des populations est l'instrument privilégié pour aller à la paix. La paix ne se décrète pas. Ce n'est pas non plus un comportement. Là, il reprend au Fauboigny. La paix est un état d'esprit qui admet que la vie en société doit être librement déterminée par les sociétaires eux-mêmes. Les pacifistes ivoiriens ont de la paix une conception religieuse et incomplète. Ouais, là, il a enfoncé le clou, là, j'adore ça. Ils aiment sacrifier la liberté sur l'autel de la paix. Et dans ces cas, la paix conduit fatalement au parti unique, voilà, à la dictature, à la tyrannie et donc à la pauvreté. Au contraire, dans la conception de la refondation, bon ça c'était eux, quand ils sont venus au pouvoir avec Babou, là, parce que la refondation, la paix est le produit par excellence de la liberté. Ça c'est une bonne formule là. La paix est le produit par excellence de la liberté. Nous voulons redevenir des hommes libres, patriotes de tous les partis et de toutes les nations. Conjuguons nos efforts pour aller en croisade contre les déstabilisateurs de notre belle Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'une option pour nous, il s'agit d'une nécessité vitale. Alors, moi, je vais remplacer Côte d'Ivoire par l'Afrique. Voilà, mais c'est signé Mamadou Koulibaly. Voilà, c'est pour ça que je vous dis total respect. Merci encore une fois pour votre attention et puis à très bientôt. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.